Dans le couple franco-allemand, cette question ce soir, la France a-t-elle encore son mot à dire? Le modèle allemand que nous a vanté hier soir Nicolas Sarkozy lors de son intervention télévisée est-il un bon modèle? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités. Et je vous les présente tout de suite. Olivier Lecomte, bonsoir. Vous êtes professeur de finance à Centrale, Paris. Jean-Paul Bedbez, bonsoir. Vous êtes chef économiste au Crédit Agricole, auteur de 2012, 100 jours pour défaire ou refaire la France. C'est aux éditions PUF, Presse universitaire de France. Virginie Hertz, bonsoir. Virginie, vous êtes notre spécialiste de relations internationales à France 24 et vous êtes franco-allemande. Et vous nous direz si ce modèle allemand est aussi bien qu'on le dit. Olivier Nas, bonsoir. Vous êtes le président d'ESG France. C'est une entreprise allemande spécialisée en ingénierie. Vous êtes donc localisé en France et vous êtes également membre du directoire de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. La suprématie de l'Allemagne sur l'Europe est aujourd'hui incontestable. La France, je vous le disais tout à l'heure, on peut se poser la question, a-t-elle encore son mot à dire? Eh bien, Nicolas Sarkozy a vanté hier soir, lors de son allocution télévisée, le couple franco-allemand moteur de l'Europe. On écoute tout de suite le chef de l'État. Je prends l'exemple de l'Allemagne. Nos amis allemands, en Allemagne, l'Allemagne est notre premier client et nous sommes son troisième fournisseur. 60% des exportations françaises se font avec l'Europe. L'Allemagne, c'est notre partenaire, à la fois concurrent, mais c'est notre partenaire. Donc il faut créer au cœur de l'Europe une zone de stabilité accrochée autour du couple franco-allemand. L'Allemagne est de tous les pays d'Europe le seul qui non seulement a gardé ses emplois industriels, mais les a développés pour un emploi unitaire de 4 000 €. En Allemagne, ils vont payer 840 € de charges. En France, le double. Le double. Comment se fait-il qu'en France, il y a plus de jeunes au chômage qu'en Allemagne? Il n'y a aucune raison. La réponse, elle est très simple. En Allemagne, il y a 3 fois plus de jeunes en apprentissage qu'en France. La vérité, c'est que nous avons 100 000 entreprises qui exportent en France, il y en a 400 000 en Allemagne. Il faut créer une véritable culture en la matière. Mais nous sommes le pays d'Europe qui avons les dépenses publiques les plus importantes. Jean-Paul Bedbez, avant de parler de ce modèle allemand, Nicolas Sarkozy a quand même cité au moins 16 fois, je crois, l'Allemagne, les Allemands. Un mot quand même sur ce qui se passe actuellement à Bruxelles et sur l'Allemagne qui tente d'imposer un diktat à la Grèce. Est-ce que c'est choquant selon vous? Est-ce que ça ne frôle pas les limites d'ailleurs de la démocratie? Ce sont des expressions qu'on entend. Effectivement, ce qui se passe en Grèce et sur la Grèce vis-à-vis de l'Europe peut mettre à bas le système dans son ensemble. Donc faisons très attention à ça. Nous sommes vraiment à la limite du fonctionnement de l'exercice européen. Donc il y a des pressions dans tous les sens. La deuxième chose, c'est qu'effectivement le point le plus faible du système, c'est la Grèce. Et tout le monde lui demande des efforts, sachant qu'elle n'en a pas fait. Et sachant qu'elle est mal équipée pour en faire, parce que son industrie, son activité productive n'arrive pas à rebondir. Donc il faut trouver un système qui non seulement l'aide, en quelque sorte financièrement, mais l'aide également économiquement. Alors on peut toujours appeler ça diktat, etc. Mais est-ce que ça vous choque, justement, cette idée, ce qu'a proposé un député de la CDU, du parti d'Angela Merkel, c'est-à-dire de faire venir un commissaire européen au budget qui vienne... À l'heure actuelle, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. À l'heure actuelle, la Grèce est sous une double tutelle de fait, c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne regarde ses comptes très régulièrement et le FMI regarde ses comptes très régulièrement et l'Union Européenne regarde ses comptes également. Donc il y a ça s'appelle la Troïka, ils regardent où ils en sont de leurs dépenses. Donc on ne peut pas dire que ce soit un pays complètement indépendant, tout simplement parce que c'est un pays qu'il faut soutenir à bras le corps. Il y a des risques considérables à ce que ce pays s'arrête et s'effondre, tout simplement parce que c'est un pays qui ne pourrait plus payer son armée, ses systèmes de police, et donc c'est un pays qui peut aller dans un système de tension majeure et d'anarchie. Donc faisons très attention à ça. D'un côté, c'est vrai qu'il faut les aider, de l'autre côté, c'est vrai qu'il faut, d'une certaine manière, les épauler parfois fortement, parce qu'ils sont tellement divisés eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à prendre de décisions. Et ça, c'est vrai que nous n'aimons pas ça, tout simplement parce que nous ne sommes pas dans des situations pareilles. Mais en réalité, si on voit bien les enjeux, il faut se dire que nous vivons à côté de la Grèce et même à côté de l'Europe, des enjeux considérables
non seulement de crise grecque, mais de crise européenne. Et donc il faut faire des efforts, que les Grecs en fassent et que nous autres en fassions, et que nous comprenions... Apparemment, l'Allemagne trouve que la Grèce ne fait pas suffisamment d'efforts. Mais il n'y a pas que l'Allemagne qui trouve qu'il n'y a pas assez d'efforts. Olivier Lecomte. Non, est-ce que ça vous a pas choqué de savoir que, en tout cas, c'était l'idée d'un député de la CDU qu'on pourrait mettre Athènes sous tutelle? Ça peut être maladroit. Parce que c'est pas antidémocratique même. Est-ce que ça ne touche pas aujourd'hui au fondement même de la démocratie? Oui, ça se débat sur le fait que ce serait une perte de souveraineté, mais la Grèce, sa souveraineté, ça fait longtemps qu'elle l'a perdue. À partir du moment où elle avait une dette au niveau où elle était et où elle s'est avérée dans l'incapacité d'avoir une économie finalement qui soit capable de tenir la route. Donc la souveraineté est déjà perdue et simplement maintenant il s'agit de savoir comment on se redresse. Alors est-ce qu'on se redresse effectivement tout seul? Est-ce qu'on se redresse avec l'aide des autres? Bon. Alors maintenant je pense qu'il y a des mots, des termes qu'il faut éviter d'employer, comme diktat par exemple, qui en plus renvoie à un contexte historique très différent. Il est vrai aussi que la Grèce a connu des occupations déjà, par la Turquie notamment. Donc dès lors on fait allusion, si vous voulez, à la mise sous tutelle d'un pays par un autre. On invoque finalement des souvenirs historiques qui sont extrêmement pénibles et qui font finalement, on déplace le débat. C'est-à-dire qu'on va se battre sur les termes, alors qu'on va oublier qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un problème immense et que les réformes qui ont été adoptées, les réformes successives qui ont été adoptées par le Parlement grec, notamment avec l'ancien Premier ministre, n'ont pas encore produit de résultats. Et c'est parce qu'on a un vrai problème dans la société grecque pour modifier des comportements. Et ça, d'ailleurs, c'est pas totalement surprenant. On vient pas vertueux du jour au lendemain. On n'apprend pas à déclarer ce qu'on ne déclarait pas du jour au lendemain. Enfin, tout cela prend du temps, évidemment. Et donc, c'est une question de diffusion d'une culture et d'une certaine façon, c'est aussi une question de confiance. C'est-à-dire, pourquoi changer ses habitudes si c'est pour que ça aille pire? Donc, il faudrait réussir finalement non seulement à changer les cultures, mais à donner aussi le sentiment que, au final, ça ira mieux. Or, comme on a eu une succession plutôt de détérioration, de plans, puis de nouveaux plans, et puis de nouveaux plans annoncés les uns après les autres, si vous voulez, les gens se sont dit, oui, mais enfin, ça va toujours aller plus mal. Donc, pourquoi faire des efforts si c'est pour encore aller plus mal? Donc, vous voyez, on est dans un ressort à la fois historique, politique, sociologique, j'allais dire. On est très loin de la finance. Et ce qui est certain, c'est que c'est une... Enfin, voilà, il faut éviter maintenant de braquer la population grecque et de gloser sur ces termes et de parler comme ça de diktat ou d'autres. Oui, mais enfin, on peut aussi pointer du doigt, là, en l'occurrence, l'Allemagne, peut-être, Virginie. Oui, je pense que cette suprématie un peu allemande. Un des mots-clés, c'est effectivement, on est loin de la finance, c'est la culture. Et effectivement, cette proposition du député chrétien-démocrate se fait l'écho de la préoccupation d'une grande partie des Allemands qui a l'impression d'être fourmis alors que la Grèce en particulier, mais aussi la France et beaucoup de pays latins, sans vouloir tomber dans les clichés, est plutôt cigale. Et donc, effectivement, les Allemands ont... Nicolas Sarkozy, hier, disait l'Europe, c'est une civilisation, certainement, mais il y a encore des cultures nationales très particulières et l'Allemagne continue à se caractériser par une discipline collective extrêmement forte et extrêmement rigoureuse. Et effectivement, à force, elle s'aperçoit que ce n'est pas le cas forcément de ses voisins proches ou lointains. Et effectivement, sous la pression de la population, on tombe sur ce genre de propositions qui finalement, effectivement, peut apparaître arrogante, mais c'est tout simplement que les Allemands ont l'impression de payer pour les autres et se disent pourquoi est-ce que finalement on nous demande autant de sacrifices? On a fait beaucoup de sacrifices. Maintenant, effectivement, les autres Européens doivent aussi se serrer la ceinture. Et s'ils n'arrivent pas à le faire, on va les coacher, tout simplement. Voilà, c'est un peu l'Allemagne qui propose d'être le coach des autres pays européens. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier Nasp, que vous êtes allemand? Est-ce que vous avez le sentiment que les Allemands, comme vous, se sont sacrifiés au moment notamment des réformes qu'a entreprises l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder et qu'il est normal aujourd'hui que les partenaires européens fassent également des sacrifices? Moi, c'est un sentiment qui est très présent dans la population allemande, ça c'est sûr. Donc c'est un fait politique qu'on va prendre en compte aussi. J'aimerais juste ajouter 2 précisions. On n'a jamais parlé d'une tutelle sous un pays. Donc là, on parle des instances européennes. Donc je pense que c'est une nuance qui est très importante. Il n'y a aucune question de mettre la Grèce sous la tutelle d'Allemagne, mais sous une instance européenne. Et deuxième point, avec la nécessité d'une union fiscale qu'on a tous constatée au sein de la zone euro, de toute façon, nous tous devrions abandonner une partie de notre souveraineté si on veut garder le système en place. Après, à quel niveau, c'est bien sûr une discussion, mais nous tous devrons être conscients que c'est une partie nécessaire pour faire fonctionner de nouveau le système.
Alors on va parler justement de ce modèle allemand. L'Allemagne, on va peut-être voir des tableaux. L'Allemagne donc a conservé, à la différence de la France, son triple A. Sa croissance s'élève à 3%. Son taux de chômage aux alentours de 5,5%. L'Allemagne donc qui impose sa suprématie en Europe. Hier soir, donc on le disait tout à l'heure, Nicolas Sarkozy a cité une bonne dizaine de fois l'Allemagne comme référent. Jean-Paul Betbel, est-ce que l'Allemagne est un bon modèle, un modèle à suivre? C'est un modèle économique et social, qui est un mot qu'on oublie tout le temps. Le Mitbestimmung, c'est-à-dire la codécision, est un élément extrêmement important. Or, en France, si nous voulons faire des efforts, il faut faire des efforts économiques et sociaux. Et dans le livre dont vous parliez tout à l'heure, que j'ai écrit, je pense que quand on parle du modèle allemand, on se dit que ce sont des exportateurs très sérieux, etc. Mais ce sont des gens également qui discutent dans leur entreprise, qui ont des décisions entre patrons et salariés dans leur entreprise, avec des syndicats qui acceptent de jouer les règles dans l'entreprise. Et ça n'est pas français. Donc le modèle allemand est un modèle presque plus social qu'économique, en comprenant ce qu'est l'économie sociale de marché, c'est-à-dire l'idée que, évidemment, on ne va pas sortir de l'Europe. Alors, en France, on a toujours l'idée qu'on peut faire des choses qu'on n'a pas fait et qui sont nulle part ailleurs. Attendez, nous sommes un pays développé, nous sommes en Europe, on ne va pas devenir ultra, etc., etc. On a toujours en France le rêve de rompre avec le capitalisme, de se démondialiser. Ce sont des purs rêves qui sont en plus infantiles. Bon. Donc eux, les Allemands, ils disent, écoutez, on est là, c'est important, on vend des produits, on les développe, on les exporte. Et c'est ça qui est quelque chose qui est économique et social. D'autant plus, si vous me permettez, que c'est de l'industrie. Et l'industrie est quelque chose qui est beaucoup plus volatile, si vous voulez, que les services. Quand vous êtes dans les services, il y a des bonnes années ou des mauvaises années, mais quand vous êtes dans l'automobile ou dans les avions, quand vous êtes dans toutes les machines-outils, vous avez des sautes extrêmement importantes. Et donc, il faut que vous ayez dans vos activités quelque chose qui puisse prendre ces chocs. Et pour prendre ces chocs, il faut que vous ayez une sorte de consensus du style, il y a des bonnes années, il y a des mauvaises années. C'est pour ça, j'ai fini là-dessus, que derrière le consensus allemand, il y a l'emploi. Je vous garde dans les bonnes années et dans les mauvaises années autant que possible. Et dans la crise... Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quand même pour que les téléspectateurs comprennent bien ce qu'est le temps partiel en Allemagne? C'est-à-dire qu'une entreprise, je simplifie, vous me dites si c'est bon ou pas bon, une entreprise donc, qui est en difficulté peut garder donc, son salarié au lieu de le licencier. L'entreprise paye à peu près 50% du salaire et puis c'est une agence fédérale de l'emploi qui paye les 50% restants, ce qui permet plus de flexibilité. Si je fais quelque chose comme ça, du style, voilà l'économie en particulier qui est celle-là, et dans la crise, par exemple, que nous avons vécu en 2008, etc., l'Allemagne a beaucoup plus baissé que la France parce que l'Allemagne est beaucoup plus industrielle. Et bien, dans cette situation-là, elle a utilisé beaucoup plus de travail à temps partiel, alors que dans la situation française où la crise a été moindre, on a fait partir les gens qui étaient... Donc il faut payer un licenciement, ce qui coûte cher, et réembaucher peut-être quelqu'un derrière. En France, on a les CDD et puis ensuite le travail intérimaire. Et donc notre ajustement à nous est un ajustement assez sauvage en réalité, du style vous êtes dedans et c'est parfait, vous n'êtes pas dedans, tant pis pour vous. L'Allemagne est une économie en réalité qui me paraît plus solidaire. Alors Virginie Hertz, on entend Jean-Paul Betbel qui vante quand même le modèle allemand, de la flexibilité du travail, si je vous entends bien, et les négociations sociales et les négociations entre syndicats et patronat qui sont plus compliquées, on le sait, en France. Est-ce que ce modèle est bien? Est-ce que c'est un modèle à suivre? Parce qu'il y a quand même le revers de la médaille de ce modèle, c'est la paupérisation quand même de la société allemande. Alors là, ça fait bondir Olivier Lecomte, mais Virginie Hertz connaît bien l'Allemagne. Avant de dire, c'est certainement un bon modèle, mais effectivement, un modèle avec, dans un cadre donné, avec une culture donnée, un modèle social aussi extrêmement particulier qui ne peut pas être suivi comme ça. Effectivement, les relations, la cogestion, les relations syndicats-patronat qui sont beaucoup moins conflictuelles, etc. Ça se fait pas du jour au lendemain. On peut pas, il n'y a pas de recette toute faite. Bon, en dehors de ça, vous parlez de paupérisation. En effet, depuis, je pense, une dizaine d'années, enfin, je me rends à peu près tous les 2 mois en Allemagne, puisque ma famille vit là-bas encore à Fribourg. Et
et on voit des petites scènes, des scènes au quotidien qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Par exemple, des personnes âgées qui commencent à faire les poubelles pour notamment ramasser les bouteilles en plastique ou bien les bouteilles les conserves pour les ramener, pour avoir plus de pfennig, mais 2-3 centimes d'euros et pour pouvoir compléter leur retraite. Des retraités qui commencent à chercher des jobs pour compléter leur retraite parce que leur retraite a énormément baissé. On parle régulièrement dans la presse et également de la pauvreté des enfants, qui était un thème complètement inimaginable il y a encore 10 ans en Allemagne. Et il faut savoir au-delà de ça que quand tout à l'heure je parlais de cigales et de fourmis, oui, effectivement, les Allemands ont fait beaucoup de sacrifices, continuent à en faire, et que dans pour accéder aux aides sociales, il y a énormément de limites. Par exemple, quand on veut obtenir des aides sociales ou obtenir des aides pour le chômage, il faut d'abord déclarer est-ce qu'on a une voiture, est-ce qu'on a un appartement, la surface de son appartement, est-ce qu'on a des bijoux, quels sont les comptes en banque. Et c'est seulement une fois que tout ce calcul est fait et qu'on voit si vous êtes vraiment limite, pas au seuil de la pauvreté, mais pas loin, qu'on va vraiment vous aider. Et ça, en France, je pense que ce genre de mesure serait absolument pas acceptable en ce moment, et je pense que ça provoquerait énormément de manifestations. Olivier Lecomte, c'est quand même un tableau effrayant, ce point de vue social. C'est quand même un enfant sur 7 qui est pauvre en Allemagne. C'est les chiffres en tout cas qu'on a trouvés. 20% des salaires sont payés à un niveau inférieur au SMIC, sachant qu'il n'y a pas de salaire minimum en Allemagne. Et quand on entend le témoignage quand même de Virginie, ça fait un peu frémir quand même, non ? Elle parle en relatif, c'est-à-dire que ce qui est incontestable, c'est qu'effectivement, il y a un effort considérable qui a été consenti par l'Allemagne, et j'allais dire, non seulement récemment pour accroître sa compétitivité, mais aussi, n'oublions pas, dans la décennie précédente, pour gérer le choc considérable quand même de l'absorption de l'Allemagne de l'Est, qui était dans un état indescriptible. Bon, alors parler de paupérisation, s'agissant d'un pays dont le coefficient de répartition des richesses est quand même plus égalitaire que chez nous, moi je veux bien. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on est, nous ? Et c'est là toute la différence, toute la nuance qu'il faut apporter. C'est qu'on est dans des comparaisons relatives. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Allemagne a fait donc des efforts substantiels, avec des progressions de niveau de vie qui ont été très faibles. Les rémunérations ont très peu augmenté ces 10 dernières années. Simplement, ça lui permet d'aborder cette deuxième décennie du XXIe siècle dans une situation qui est quand même infiniment meilleure que la nôtre. Ce qu'on ne sait pas, justement, c'est que c'est ce qui va nous attendre, nous. Comparez pas l'Allemagne et la France d'aujourd'hui, comparez l'Allemagne et la France dans 5 ans, et on verra où on en sera. Parce que, si vous voulez, moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans le discours du président de la République hier, c'est pas tellement le fait de se comparer à l'Allemagne, c'est le fait de ne pas se rendre compte que tout ce dont il est question aujourd'hui, c'est d'une bonne politique économique. J'avais l'impression, si vous voulez, de voir un mauvais élève en maths qui, d'un seul coup, se dit « il faut que je copie sur le premier de la classe », mais qui, pour autant, ne comprend toujours pas les mathématiques. Donc il copie, il va essayer de copier, et puis sans pour autant... Parce que ce qui a fonctionné en Allemagne, et ce qui serait susceptible de fonctionner en France, c'est finalement des choses qui fonctionnent dans toutes les théories économiques et dans la plupart des pays quand on les applique. Ce dont on doit parler, c'est la rigidité de notre système fiscal, c'est la rigidité de notre droit du travail, c'est l'existence d'un certain nombre de rigidités de marchés protégés, de rentes, enfin bref, on a tout un tas de mesures qui ne sont pas simplement, j'allais dire, des recettes qui ont été appliquées par l'Allemagne. C'est aussi des choses qu'on doit faire de toute façon pour créer de la croissance dans n'importe quel type d'économie. Je reprends quelques données. On a créé une centaine de niches fiscales, si vous voulez, entre 2006 et 2011, plus une dizaine d'exonérations à des mesures nouvelles qu'on avait créées. On arrive à un système fiscal qui est d'une monstruosité, absolument incompréhensible de qui que ce soit, et qui en plus a comme caractéristique aussi de changer tous les 6 mois. On sait, donc, on a là un mal typiquement français. Donc c'est pas juste une question de comparaison avec l'Allemagne, c'est le fait que nous avons nous-mêmes des problèmes structurels qui n'ont pas été résolus. Cette découverte de la vertu de l'Allemagne par des hommes politiques qui pendant 20 ans ont toujours annoncé des budgets insincères. Il y a encore 6 mois, au mois d'août ou au mois de septembre, le gouvernement présentait un projet de loi de finances avec une prévision de croissance qui faisait rigoler tout le monde. Il l'a ensuite, 2 mois après, révisé à 1%. Ça faisait encore rigoler tout le monde. Et c'est seulement aujourd'hui, le 30 janvier, que d'un seul coup, il découvre que ce sera 0,5%. Ce que tout le monde savait. Donc écoutez, c'est pas une question d'imiter l'Allemagne, c'est une question d'avoir... Caroline, oui, si je peux me permettre quand même. Parce que
Vous êtes pour vous interrompre, il y a quand même, il y a une quinzaine de jours, un rapport de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui est quand même une organisation tout à fait connue, qui pointe du doigt le fait que l'Allemagne, précisément avec sa croissance de 3%, avec son modèle exportateur, était en partie responsable de cette crise de l'Europe, de la dette, de cette crise de l'euro, parce que précisément, quand on exporte chez ses voisins, tous ses voisins ne peuvent pas avoir forcément le même modèle. Eux, ils ont tendance à importer et ils ont tendance effectivement à s'endetter pour le faire. Et donc, que ça avait créé des déséquilibres rédhibitoires aujourd'hui en Europe. Alors, quand on dit l'Europe est sous le modèle allemand, c'est le premier sommet du genre en début d'année 2012 où on voit cette dominance allemande qui est tellement sensible. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, il s'est passé quelque chose en 2011, rappelons, qui était le décrochage de la France par rapport à l'Allemagne. On ne peut plus vraiment parler de Mercosur sur un niveau d'égalité. Il y a un AAA d'un côté et un AAA qui a été dégradé par une agence de notation au moins côté français. Et donc à partir de là, eh bien, c'est vrai que c'est plus le sommet d'Angela Merkel aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, les Allemands ont peut-être l'impression de payer pour tout le monde, mais ce n'est pas seulement une impression, c'est réel. Comme c'est la première économie de la zone euro, ce sont les premiers créanciers. Alors pour toutes les aides, tous les plans de sauvetage, pour le mécanisme, le fameux SEM, le mécanisme européen de sauvetage, c'est également le MES, pardon. MES, donc c'est également les Allemands. Pour ce qui est de payer via la BCE, pour ce qui est de payer via le FMI, comme c'est les plus gros, ce sont eux qui payent en premier. Donc on comprend bien qu'ils veuillent en contrepartie une Europe à l'allemande. Et c'est quoi ? On voit bien, c'est le pacte budgétaire. Ça veut dire une règle d'or avec des économies qui sont corsetées, mais il faudra un certain temps pour faire passer cette Europe à l'allemande et puis un petit peu plus de diplomatie peut-être aussi. Restez avec nous, Caroline. Je vous rappelle que nous allons suivre en direct l'intervention de Nicolas Sarkozy. Ce sera sans doute dans quelques minutes. Nicolas Sarkozy, donc, qui est à Bruxelles, où se tient un sommet des 27. Jean-Paul Belbès, je voudrais vous faire réagir à ce que disait Caroline de Camara. En effet, il y a eu un rapport de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et qui dit que finalement... C'est un rapport avec lequel je suis en complet désaccord. C'est un rapport syndical. Bien entendu, et c'est un rapport qui vous dit finalement, pour nos téléspectateurs quand même, qui dit que l'Allemagne finalement serait d'une certaine manière responsable aussi de la crise, en tout cas alimenterait la crise puisque les coûts salariaux sont très faibles et ça augmente la compétitivité de l'Allemagne. Mais c'est faux. En quoi est-ce que quand l'Allemagne exporte, elle empêche la France d'exporter ? En quoi est-ce qu'elle vous dit vous n'exportez pas, je vous l'interdis ? Mais parce que les autres pays européens sont moins compétitifs, attendez, parce que les coûts salariaux sont plus élevés en France. Il y a 10 ans, les coûts salariaux français étaient inférieurs aux coûts allemands. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans ? Nous avons augmenté nos coûts salariaux au niveau des Allemands. Et en même temps, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons augmenté notre productivité moins que les Allemands. Nous étions, en termes de coûts salarial unitaire, en tenant compte des coûts salariaux de la productivité, 20% moins chers que les Allemands. Maintenant, nous sommes plus chers. Est-ce que c'est la faute de l'OIT ? Bien sûr que non, qui ne comprend pas grand-chose à ce qu'elle écrit. Est-ce que c'est l'Allemagne ? Évidemment pas. C'est notre faute à nous. C'est-à-dire que nous avons vécu trop facilement. Ça fait 33 ans, madame, que nous sommes en déficit budgétaire. Ça fait 6 ans à 7 ans que nous sommes en déficit extérieur. Il faudra se rendre compte que nous avons ce double problème. Nous ne sommes pas assez compétitifs en termes coûts salariaux et en termes d'innovation. Et que nous avons un déficit budgétaire. J'ajoute, si j'ai une seconde, que ce problème du déficit budgétaire est lancinant et que les autres pays ne sont pas plus vertueux, que l'Allemagne aussi a eu des déficits budgétaires, même si elle avait signé sa règle d'or. Sa règle d'or n'est pas un corset. C'est tout simplement du bon sens. Pourquoi voulez-vous que je dépense 33 ans de suite plus que j'ai réussi ? Qui va le payer ? Qui ? Aujourd'hui, je vais vous dire, pour moitié des gens qui prêtent à la France, pour moitié les Français. Les moitiés qui prêtent à la France se posent des questions et les Français eux-mêmes se posent des questions du style « est-ce qu'il faut prêter à la France ?» C'est ça la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que ça fait vraiment longtemps que nous faisons des choses nous-mêmes. Personne ne nous a forcé, personne ne nous a poussé, etc. Nous avons fait nos bêtises tout seuls. Je voudrais avoir votre témoignage, Oliver Nass, justement sur ce modèle allemand. Vous êtes une entreprise allemande, vous êtes localisé en France. Quelle est la différence sur le fonctionnement justement de cette même entreprise, ESG, en Allemagne et en France ? Est-ce que vous souffrez de la rigidité du modèle français et est-ce que vous dénoncez ce modèle français ?
Je pense qu'on a la chance d'être encore une PME avec un grand P. Donc là, il y a plutôt encore une ambiance de start-up et de petites sociétés où tout le monde s'engage pour faire réussir l'entreprise. Donc à notre taille, on n'a pas encore ce genre de problème. Mais votre regard en tant que chef d'entreprise sur ce modèle français? Par contre, structurellement, oui, je rejoins complètement l'analyse. Il y a vraiment une différence de dialogue entre les partenaires sociaux au sein d'entreprises. Et ceci, je pense, partiellement, est même une différence culturelle. Par exemple, le mot compromis en français a toujours une connotation un peu, bon, on n'a pas pu faire mieux. Si vous utilisez le mot compromis en allemand, ça veut dire c'est bien, on a trouvé une solution. C'est plus utilisé dans le sens solution. Donc vous voyez, il y a structurellement une différence avec la cogestion. En France, dans un compromis, on se compromet. Même dans la culture, il y a une différence d'appréciation. Donc oui, il y a un grand chemin encore à faire pour trouver ce dialogue au sein des Mais par exemple, entreprises. pardonnez-moi, je vous donne la parole ensuite, Virginie Hertz. Par exemple, au niveau des charges patronales, vous payez, Nicolas Sarkozy l'a dit hier, a dit en Allemagne, les charges patronales sont 2 fois moins élevées qu'en France. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est difficile d'être entrepreneur en France aujourd'hui? Il y a la réalité que les coûts de travail sont relativement plus élevés en France, surtout si on regarde la productivité à côté. Il est vrai qu'il y a une différence structurelle aussi en termes de formation. Il est vrai qu'il y a une différence qui, pour moi, presque même plus importante en termes de capacités d'innovation, surtout au sein des PME. C'est là où il y a aussi une grande différence entre les deux pays. Si on regarde les grandes entreprises, les Français sont tout à fait bien positionnés sur le marché global, mais les PME sont plutôt en retard par rapport à la capacité d'innovation et leur approche vers la globalisation, aller vers les marchés à l'extérieur. Donc je pense que là, la France a encore une grande étape à faire. Maintenant, ce n'est pas facile par une politique économique de changer cette donne, la structure des entreprises d'un jour à l'autre. C'est quelque chose qui prend du temps et où je pense les entreprises eux-mêmes aussi peuvent peut-être faire quelque chose, c'est-à-dire les grandes entreprises, avoir un meilleur partenariat avec leurs fournisseurs et les aider, de les accompagner aussi à l'étranger. Je pense là, les entreprises françaises, et pas seulement la politique, peuvent faire aussi quelque chose. Virginie Hertz. Oui, moi je voulais rebondir en fait sur la première partie de la réponse, à savoir les différences culturelles sur par exemple le fait qu'un compromis en France est considéré comme une compromission, alors qu'en Allemagne c'est plutôt valorisé de façon positive. J'irais même au-delà de ça, c'est-à-dire que, et j'en reviens à la discipline collective en Allemagne et à l'individualisme français. Par exemple, en France, j'aurais presque tendance à dire quelqu'un qui paye ses impôts, qui déclare tout ce qu'il gagne, qui essaie pas de se débrouiller pour frauder ici ou là comme ça, est considéré pratiquement comme un idiot. Alors qu'en France, quelqu'un alors qu'en Allemagne, au contraire, il va être considéré comme asocial. Et donc ça, c'est vraiment une différence énorme en fait entre les deux pays, sans vouloir porter un jugement négatif ou sur les Allemands ou sur les Français, mais ça veut dire que oui, le modèle n'est pas transposable en tant que tel, et au-delà du dialogue social et de tout ça, c'est véritablement, c'est vraiment dans la façon de fonctionner des citoyens et leur rapport au pouvoir, à l'État et à la collectivité qui est complètement différent dans les deux pays. Olivier Lecomte, on a dit des coûts, des salaires très bas, compressés, etc. On dit l'autre grande force de l'Allemagne, c'est l'innovation. Comment la France pourrait justement s'aligner à ce niveau-là? Je crois que l'Allemagne dépose 3 fois plus de brevets que la France. Comment progresser en matière d'innovation? Écoutez, je me souviens avoir entendu parler du problème du manque d'innovation de la France et du faible nombre de brevets déposés en France quand j'étais encore étudiant à Centrale, donc il y a presque une trentaine d'années maintenant. Donc voilà, c'est pas un problème nouveau, et quoi qu'on ait fait, on a réussi un peu à améliorer les choses, mais pas encore. Et je pense que ça tient justement là aussi, il y a des problèmes beaucoup plus profonds. Ça ne se décrète pas. Il y a manifestement, je pense, des causes qui sont à chercher du côté de notre système éducatif, mais dès le début, j'allais dire. Et notamment de ce qui se passe au niveau du collège et du lycée, où on a en Allemagne, là aussi, une culture qui est beaucoup plus orientée vers la technique, la technologie, vers l'application, j'allais dire, en entreprise. On a une
capacité à collaborer entre les entreprises, notamment les petites entreprises et les instituts de recherche en Allemagne, beaucoup plus élevée qu'elle n'est en France. Donc ça aussi, c'est un des sujets sur lesquels on a essayé de travailler, mais je ne suis pas sûr que les pôles de compétitivité, etc., ils ont amélioré un peu les choses. Mais c'est pareil, c'est vrai que ça ne se change pas en une semaine, ni même en un an, et c'est plutôt à 10 ou 15 ans. Et puis, je répète quand même un truc. Vous allez dire, je suis obsédé par la fiscalité. Mais la fiscalité, c'est quelque chose qui est très déterminant. Non seulement elle peut être un frein lorsqu'elle est trop complexe, comme j'évoquais, mais elle peut être aussi une incitation. Et ça veut dire de la constance. Et si l'on compare les deux systèmes fiscaux, ce qu'on observe vraiment, c'est qu'en Allemagne, quels qu'aient été finalement les gouvernements qui se sont succédés, il y a un objectif macroéconomique qui a été conservé, qui était celui justement d'avoir une fiscalité qui encourage l'amélioration de la compétitivité. Voilà. Et puis, en revanche, quand on rentre dans les impôts particuliers, j'allais dire la TVA, on est plutôt neutre. On n'a pas, comme chez nous, des dizaines, des centaines, des milliers de mesures pour favoriser, alors un coup, les fabricants de claquettes, un coup, les fabricants de je ne sais quoi, et puis, évidemment, des mesures qui ne sont jamais rapportées, même si on fabrique... Ça, c'était pour les restaurateurs Non, mais pas seulement. Non, pas seulement. Il n'y a pas que... Oui, alors, il y a le restaurateur, qui est une aberration, évidemment, mais pas seulement. Donc, ce qui fait que on a tout un tas de mesures coûteuses qui changent tout le temps et qui prétendent essayer de favoriser un système et qui ont été créés des effets d'aubaine beaucoup plus qu'ils ne soutiennent rien. Ce qu'on n'a pas du tout en Allemagne. En Allemagne, il y a un système qui reste simple, et je vous dis, avec une orientation qu'on poursuit et que d'un gouvernement à l'autre, finalement, on conserve globalement. Alors que chez nous, vous pouvez être sûr que dans 3 mois, s'il y a une alternance, ça va changer. On va repartir complètement dans d'autres directions. Et puis, 2 ans après, on rechangera encore. Et ça crée, pour moi, aussi, y compris en matière de recherche. Regardez tous les débats qu'il y a eu sur le crédit impôt-recherche. Le crédit impôt-recherche qu'on ait déjà amendé je ne sais combien de fois, qu'on a proposé encore d'amender de façon substantielle lors de la dernière loi de finances. Alors, le chef d'entreprise qui veut localiser, par exemple, certaines activités de R&D en France et qui se dit, tiens, je vais bénéficier de ce crédit d'impôt-recherche, dont on lui dit, mais oui, mais attendez, il va changer, puis l'année prochaine... Bon, comment peut-il bâtir une politique à long terme dès lors si c'est toujours très fluctuant. Oui. Alors, si je vous entends bien les uns les autres, il y a de bonnes choses à prendre du côté allemand, notamment le dialogue entre syndicats et patronat, la baisse de ces coûts salariaux qui sont quand même très, très bas, la compétitivité. Ils sont devenus bas, mais c'est parce que nous, on est devenus plus haut. Mais souvenez-vous, dans les années 70... Quand vous entendez quand même que 20% quand même des Allemands gagnent moins que le SMIC, est-ce que finalement ça c'est un bon modèle quand même? Vous voulez que je vous dise des choses qui vont pas me plaire? Il se trouve que le SMIC en France est élevé. Et tout simplement... Mais ça c'est le nivellement par le bas. Mais non, il y a encore très très longtemps, très longtemps, c'est-à-dire en 68 par exemple, il y avait un SMAG, un salaire agricole, il y avait un SMIC à Paris, il y avait des zones. Et tout ceci a été uniformisé. On voit bien à l'heure actuelle, par exemple, que vous avez toute une série de gens en France, de jeunes par exemple, qui... C'est difficile de les embaucher au SMIC actuel. Vous allez dire, mais le SMIC actuel, c'est très bas. Peut-être. Simplement, si vous avez des gens qui ne sont pas assez formés, c'est un vrai problème. Et pour des PME en province, embaucher des jeunes au SMIC, ça n'est pas évident. Pour une grande entreprise, pour une banque, ça ne pose pas de problème. Chez moi, ça ne pose pas de problème. En province, à 300 km de Paris, ça n'est un. Et je préférerais, dans des discussions que l'on ait en France, que l'on dise, nous allons vous embaucher éventuellement moins cher, mais chaque fois quand je dis ça, je remplis les rues. Mais nous allons vous former. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on a un écart de formation entre des jeunes en France et en Allemagne. Les mécanismes de stage sont en train de se développer en France, mais beaucoup moins. Les mécanismes de travail temps partiel en entreprise, temps partiel en école, sont très... Nous n'avons pas une coexistence avec l'entreprise. Nous n'avons pas une coexistence même entre les lycées déjà ou les facultés avec les entreprises. Attendez, dans ma vie, je suis professeur de faculté d'origine et quand je voulais recevoir des collègues, etc., ils m'ont dit, mais non, moi vous travaillez dans une banque, je ne veux pas vous voir. Ceci n'existe. Ceci n'existe. Et quand on parlait des pôles de compétitivité, j'ai écrit le premier rapport sur les pôles de compétitivité. J'ai écrit le premier rapport sur le Premier ministre. Et à l'époque, on m'a dit, l'université ne doit pas s'ouvrir aux entreprises. Enfin, il y avait des endroits où ça ne se voulait pas. Bien sûr, les choses ont changé, mais vraiment, nous sommes aujourd'hui
aujourd'hui en train de sortir de dizaines et dizaines d'années de séparation. Nous devons aimer la croissance, l'emploi, l'entreprise. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, juste un tout petit mot pour dire que... Parce que je vois qu'on parle après des mesures de Nicolas Sarkozy. Il ne faut pas juste comparer les revenus, parce c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que vous voyez, par exemple, l'immobilier en Allemagne n'a quasiment pas bougé en 20 ans. Alors que chez nous, on a une vraie bulle qui a été alimentée là aussi par une politique fiscale débile qui consistait à subventionner la demande sans pour autant accroître l'offre. Donc ça faisait monter les prix, ce qui ne s'est pas produit en Allemagne. Donc, or, c'est une dépense obligatoire. On est tous obligés de se lever. Donc vous pouvez peut-être avoir un revenu plus élevé, mais si vous avez 40%, 50% de votre revenu qui est absorbé par un loyer, au final, vous êtes plus pauvre. Donc, je pense qu'il faut vraiment comparer des choses comparables. Ça, c'était un premier point. Deuxièmement, la question n'est pas juste une question de coûts salariaux. Clairement, dans les années 70, l'Allemagne avait déjà des excédents commerciaux considérables, alors que nous étions, nous aussi, à cette époque-là, avec des déficits considérables. Et pour autant, ces coûts salariaux étaient très, très supérieurs à nôtres. Donc, on a aussi, de toute façon, en France, un problème de compétitivité. Et on voit bien qu'au cours des 10 dernières années, les avantages compétitifs de l'Allemagne, là où elle est forte, se sont renforcés. Les avantages compétitifs de la France, dans les secteurs où nous étions traditionnellement forts, ont régressé, indépendamment de la simple question du coût. Virginie Hertz, avant de parler des mesures qu'a proposées Nicolas Sarkozy hier soir, je voudrais qu'on parle quand même de la sécurité sociale, parce qu'on paye peut-être beaucoup de charges aussi en France, mais on est aussi très largement couvert par la sécurité sociale. Qu'en est-il en Allemagne ? En Allemagne, le modèle allemand est un modèle quand même extrêmement social aussi. A priori, on laisse de côté personne. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les conditions quand même d'aide sociale sont devenues plus sévères. Se sont réduites, sont devenues plus sévères. Et effectivement, pour avoir accès à certaines aides sociales, maintenant, il faut montrer patte blanche. Il faut accepter aussi. Alors, on a longtemps parlé aussi, enfin, il y a eu un gros débat autour des jobs à 1 euro qu'il fallait accepter quand on était pratiquement en fin de droit et sous certaines conditions, c'est-à-dire accepter de travailler pour 1 euro l'heure. C'était une façon aussi de remettre... 1 euro d'heure, 1 euro supplémentaire par rapport au minimum. Ça, c'était les mesures Hartz IV. Hein. Voilà, Hartz 4, exactement, Hartz 4. Qui était lancé par Schröder. Oui, mais donc voilà, c'est effectivement... Donc, la protection sociale existe encore en Allemagne, mais elle est devenue un petit peu plus... C'était pas pour 1 euro, faisons bien attention à ça. Elle est devenue un petit peu plus sévère. Et ça a été... Les mesures de Schröder, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a plus été élu, c'était parce qu'à l'époque, d'une certaine manière, il y avait un dérapage salarial en Allemagne. Et ça s'est fait, ça a été bien sûr compliqué, et ils s'en sont sortis. Ce qui prouve que, même dans la situation compliquée que nous avons, évidemment, nous devons nous en sortir. Mais il faut discuter entre nous. Et au prix de sacrifices. Alors, quelles sont les mesures que propose aujourd'hui Nicolas Sarkozy ? La principale mesure, et on va en discuter avec vous d'ici un instant, eh bien, c'est l'augmentation de 1,6 point de la TVA qui passe donc de 19,6 à 21,2. C'est bien ça ? On écoute tout de suite Nicolas Sarkozy. On fait le point sur ces mesures avec Ashreen Verdeillan. C'est l'axe phare de la fin de son quinquennat, la croissance. En 60 minutes d'intervention, le mot revient des dizaines de fois. Une croissance qu'il faut doper, réamorcer, stimuler. Et pour cela, 3 grandes mesures économiques. Tout d'abord, l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée qui devrait passer de 19,6 à 21,2% au 1er octobre. Une hausse qui, d'après le chef de l'État, n'aura pas d'impact sur le prix des produits, mais servira à faire baisser les charges patronales de 13 milliards d'euros. Nous les finançons de 2 façons, par 1,6 de TVA sur le taux moyen, et nous allons augmenter de 2 points la CSG sur les revenus financiers. Autre mesure pour engendrer la croissance, les accords compétitivité-emploi qui permettront aux entreprises, avec l'accord des syndicats, de moduler le temps de travail et les salaires en fonction de la conjoncture. Ce sera la fin des 35 heures d'une certaine façon, en tout cas de principe. Ah bah ça, de ce côté-là, ce sera une bonne nouvelle. Parce que franchement, de toute manière, ces 35 heures nous ont été copiées par personne dans le monde et ont conduit à la catastrophe que nous savons. Donc on tourne la page des 35 heures. Exact. Sans surprise en revanche, la mise en place de la taxe sur les transactions financières qui dès le 1er août sera appliquée à hauteur de 0,1%. Nous espérons récupérer pour le budget de l'État et donc réduire le déficit 1 milliard d'euros en année pleine. Renflouer les caisses de l'État, relancer l'économie et garantir plus de compétitivité. Avec son discours, Nicolas Sarkozy compte contrer le spectre de la récession tant annoncé par le FMI pour cette année 2012. Seul bémol, la plupart de ces annonces ne prendront effet qu'après la présidentielle.
Oliver Nass, donc principale mesure, hausse donc de 1,6 point de la TVA. Nicolas Sarkozy a dit hier qu'en Allemagne, la TVA avait été augmentée de 3 points, je crois de 16% à 19%, c'était en 2006. Et il affirme qu'il n'y a pas eu d'augmentation des prix. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer, ça ? Alors moi je ne suis pas économiste, mais ce que je sais, c'est vrai. Mais vous vivez en Allemagne aussi, Je vis en France, mais je suis quand même très régulièrement en Allemagne. Maintenant, il y a une différence qui est que l'Allemagne a réussi d'avoir une croissance importante, surtout grâce aux exportations. Et du coup, l'aspect du pouvoir d'achat dans le pays même est un peu moins important qu'en France, où la consommation interne joue quand même un rôle important. Vous voulez dire, c'est que la consommation en fait, interne est faible en Allemagne, donc ils n'ont pas ressenti cette hausse de la TVA ? Et ça, c'est le premier point, une différence structurelle. Le deuxième est qu'en fait, les prix ont très peu réagi. Donc, la plupart des entreprises n'ont pas réduit ça dans une augmentation des prix. Et du coup, effectivement, l'impact pour le pouvoir d'achat était relativement faible en Allemagne. Ce qui veut dire, Olivier Lecomte, si j'entends bien Oliver Nass, le pouvoir d'achat est faible en Allemagne, la consommation intérieure est faible, c'est ce qu'il vient de dire. Donc cette hausse de la TVA ne s'est pas sentie. C'est l'inverse en France. On a quand même les Français. Il n'a pas exactement dit ça. C'est pas le pouvoir d'achat, c'est juste l'importance de la consommation intérieure qui est faible en Allemagne. Pour la croissance économique. Pour la croissance. Pour la croissance économique. En France, est-ce que ça veut dire qu'il y aura un impact ou pas sur les prix ? Ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Non, puisque mais Nicolas Sarkozy lui affirme qu'il n'y aura pas d'impact sur les prix. Donc il n'en sait rien. Ça dépend. Le Trésor a dû faire des simulations, mais si vous voulez, on tombe là dans la microéconomie. C'est autrement dit, est-ce que l'entreprise, est-ce que votre bistrot qui va avoir la TVA augmentée va répercuter ça effectivement sur le prix de vente, ou est-ce qu'au contraire ça va être absorbé par l'entreprise qui va faire des économies par ailleurs, de gains de productivité. Ça, nul n'en sait rien. Vraisemblablement, comme l'idée c'est que il y a parallèlement à cette augmentation de la TVA, une diminution du montant des charges patronales, donc une diminution des coûts salariaux qui rentrent pour partie dans les coûts, dans le prix de revient des biens que vous achetez. On peut imaginer effectivement qu'il y ait là un amortisseur. De là à dire qu'il n'y aura rien, je n'y crois pas non plus. Je pense qu'il y aura une répercussion partielle de cette hausse de TVA. Écoutez, si ça procède... ce qu'a dit le président de la République n'était pas tout à fait exact hier quand il a dit que les charges patronales étaient 2 fois supérieures en Allemagne à la France. Elles sont incontestablement plus élevées. Pas dans une proportion de 1 à 2, mais elles sont plus élevées. Donc l'idée, c'est je vais diminuer le coût du travail pour l'employeur en faisant un transfert, finalement, des cotisations patronales vers la TVA. Bon. C'est bien ? Ça peut pas faire de mal. Maintenant, est-ce que ça va résoudre notre problème ? Non. Clairement non, parce qu'on va jouer vraiment très marginalement sur les prix de revient des entreprises. D'abord, la part de travail dans les biens qui sont vendus par les entreprises, c'est pas 100%, ça même dans certains cas plutôt 15 ou 20%. Et puis là-dedans, donc vous allez diminuer la part des charges patronales qui elles-mêmes ne représentent qu'une fraction de ce poids. Bref, donc l'impact, à mon avis, sur les charges d'un certain nombre d'entreprises va être faible, sauf sur certaines entreprises de services, par exemple, qui ont en hôtellerie, en restauration, où là vous avez effectivement des charges plus importantes parce que vous avez du personnel, une intensité en personnel plus importante. Mais je répète, c'est pas ça qui va changer fondamentalement la position de notre économie, et ce sera beaucoup plus l'amélioration de la valeur ajoutée des biens que nous allons fabriquer par le marketing, par le design, par la technologie. Ce que vous voulez dire, c'est que les produits français, ils sont pas. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Nos avantages compétitifs ont diminué là où ceux de l'Allemagne augmentaient, parce que justement, elle faisait des efforts pour suivre, j'allais dire, les demandes de ses clients. Et ces clients, c'est pas les clients internes, c'est les clients dans le monde entier, et de préférence à l'autre bout du monde, c'est-à-dire les 2 milliards ou 2 milliards et demi de consommateurs qui sont en train d'émerger en Inde, en Chine, au Brésil et ailleurs. Bon, donc c'est ça le sujet, c'est vraiment ça le sujet. Ouais, vous n'êtes pas très convaincu. Jean-Paul Belbès, est-ce que vous avez été convaincu par les propositions ? On a fait le calcul sur les prix, dans ma banque on l'a fait. Au Crédit Agricole. Au Crédit Agricole, donc c'est sorti tout à l'heure, j'ai regardé ça, j'ai travaillé avec les personnes. Donc on arrive à quelque chose qui est techniquement, si rien ne bouge, un peu plus d'1% d'inflation. Si rien ne bouge, vous voyez, donc j'augmente les prix, vous ne bougez rien, etc., etc. Mais tout à l'heure, mon collègue le disait, si vous avez le secteur exportateur, le secteur exposé, ce ne sera pas la même fonction. Ça dépend également des taux de TVA, mais grosso modo, on a autour d'1% d'inflation en plus, quelque chose comme ça. Alors vous allez me dire, comment on va faire ? Et en Allemagne, ça a été absorbé.
ça a été absorbé parce que ça a été dans une situation meilleure, ça a été parce que l'euro était à l'époque plus faible, il y a eu des conditions de température et de pression plus favorables. Je crois aujourd'hui que les 1% d'augmentation des prix qu'on pourrait imaginer, si vous voulez, comme ça, seront absorbés pour une raison simple, c'est qu'il y a du chômage. C'est qu'en même temps, il va y avoir une partie de l'aide. Si vous voulez, c'est compensé par une aide. C'est pas pour réduire le déficit budgétaire. Cette TVA sociale, ça n'est pas pour réduire le déficit budgétaire. C'est pour aider les entreprises, au fond, à exporter. Et donc, ces entreprises qui exportent vont se retrouver dans une situation relativement meilleure et vont pouvoir tenir l'emploi là où il est le plus fragilisé. Ce qui se passe dans le cas français, c'est que si vous voulez, la France a une économie industrielle et de services qui est de qualité, mais bien entendu, très concurrencée au monde et aussi par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne est son premier concurrent. 2 fois sur 3, quand une entreprise sort de France, elle rencontre une entreprise allemande. Et assez souvent, c'est l'entreprise allemande qui gagne. Et donc, c'est ça qu'il faut aider. Donc, ça n'est pas une TVA pour l'emploi au sens du terme, c'est une TVA plutôt pour aider les entreprises qui sont les plus affaiblies. Par exemple, l'automobile et autres. Et donc, ces entreprises-là, si tout marche, ce sont des entreprises qui tiendront leur emploi. Et donc, en quelque sorte, par ricochet, ça aura des effets d'emploi ou de soutien au 2e degré, au 3e degré. Ce qui fait que vous pouvez avoir, sur l'année, une activité économique qui tienne. D'abord, très conjoncturellement, le fait que vous me disiez, vous savez, ça va augmenter en septembre, fait que je vais acheter aujourd'hui. J'achète aujourd'hui. Et donc, vous allez avoir aujourd'hui un soutien à la consommation parce qu'on vous dit ça augmente en septembre. Bon, pas mal ça. Deuxième idée, si ça marche en septembre et si l'augmentation est au fond absorbée, les entreprises qui sont les plus industrielles, qui sont les plus fragilisées, on le voit chaque jour, pourront tenir leur emploi et les gens se diront au fond ça passe. Au fond ça passe, au fond ça tient. Vous voyez bien donc l'idée que c'est inflationniste, c'est pas si sûr. Je ne crois pas d'ailleurs. Et l'idée, entre autres parce que la conjoncture... Et donc c'est une bonne mesure pour vous? Attendez, c'est une mesure, vous allez me dire, on aurait fait ça 2 fois plus il y a 4 ans, c'était parfait. On le fait ça. Et ben voilà, il y a eu un retard à l'allumage. Sacré, oui. Mais voilà, il vaut mieux peut-être un peu tard que jamais, c'est un petit peu ça l'histoire. Mais simplement, ce qu'il faut, madame, se dire, c'est qu'il faut se convaincre, parce que j'aimerais pas qu'il y ait des gens qui disent, moi je veux une augmentation de salaire, parce que ce que vous avez obtenu, à ce moment-là, serait perdu. Vous voyez bien que ce qui s'est passé en Allemagne, c'est que ça a été absorbé. Tandis que, et en France, et la question c'est, est-ce que ça sera absorbé? Donc ça n'est pas un remède miracle. Ça n'est pas un remède miracle, mais ça serait peut-être, et peut-être que je suis optimiste là-dessus, une façon de discuter enfin en entreprise sur ce qu'on peut faire. Virginie. Alors, je ne vais certainement pas me prononcer, n'étant absolument pas experte en économie. Juste une petite remarque à propos de l'exportation et du modèle exportateur allemand, notamment les PME qui, en Allemagne, exportent beaucoup plus qu'en France. Peut-être une remarque toute simple et toute bête, c'est que en France, qui parle, par exemple, les langues étrangères, l'anglais, l'espagnol, etc., les cadres qui sortent des grandes écoles. En revanche, quelqu'un qui n'est pas forcément cadre, mais qui va devoir passer 2-3 coups de fil, je sais pas, en Amérique latine ou bien en Russie, il va à peine baragouiner 2-3 mots d'anglais, alors qu'en Allemagne, c'est pas le cas. Alors, c'est des petites choses, bon, ça renvoie à la formation de nouveau, mais effectivement, c'est toute une structure qu'il faudrait pratiquement changer. Et tout à l'heure, on parlait de l'apprentissage, de la formation. Effectivement, par exemple, en France, depuis, je sais pas, 10 ans peut-être maintenant, l'objectif des gouvernements, c'est de faire 80% de bacheliers, alors que, comme si effectivement tout ce qui était manuel, apprentissage, etc., était extrêmement dévalorisé et finalement ce qu'on appelle des voies poubelles, alors qu'en Allemagne, même si évidemment c'est pas autant valorisé, un bachelier est plus valorisé qu'un apprenti, on pousse quand même, l'apprentissage manuel n'est pas forcément dévalorisé et il y a des passerelles ensuite, une fois qu'on a fait son apprentissage pour éventuellement passer son bac et revenir et effectivement faire à la fois son expérience en entreprise et avoir un travail un petit peu plus intellectuel. Alors là, justement, Nicolas Sarkozy propose de toutes les entreprises, je crois, qui emploient plus de 250 personnes, de prendre 5% de jeunes. Ça, c'est peut-être plutôt une bonne mesure. Olivier Lecomte, rapidement, vous avez été convaincu plus par le programme que propose Nicolas Sarkozy ou celui de François Hollande ? Je suis désolé, mais à ma connaissance, Nicolas Sarkozy n'est pas encore candidat. Et ce qu'il nous a annoncé hier, c'était il a demi-mot, il a prétendu que c'était là des mesures
Bon. Non, mais sérieusement, il n'y a pas de programme encore, Sarkozy. Chez Hollande, je pense qu'il manque un vrai volet de dynamisation de la croissance sur le long terme, c'est-à-dire en s'attaquant vraiment au cœur du sujet. Ce qu'on vient d'évoquer, par exemple, l'éducation, c'est quand même hallucinant qu'en 6e, on ait 20% d'analphabètes. On a quand même un système éducatif qui, aujourd'hui, produit 20% d'analphabètes au bout sur la simple question de l'apprentissage de la lecture. C'est quand même pas grand-chose. Bon, alors quant aux langues étrangères, n'en parlons pas, ça fait 30 ans qu'on rallonge, on fait tout un tas de choses, et il y a quand même 10% des gens qui savent à peu près baragouiner 3 mots en anglais en terminale. Bon, donc c'est tout un futur, quoi. Mais oui, mais c'est la réalité. Justement, si on continue d'avoir des euphémismes, c'est pas dire les choses, dans 10 ans, c'est plus l'Allemagne qu'on regardera, ce sera, je sais pas, on regardera le Zimbabwe, on se dira comment font-ils pour aller aussi bien. Bon, oui. Alors, non, mais c'est vrai. Écoutez, donc ce qui manque aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment regarder une situation en face. Nous avons petit à petit dérapé, et ce dérapage, ça fait 20 ans qu'il s'accumule pourcent par pourcent, et puis pour éviter que ça se voit, on a mis beaucoup de fond de teint, c'est-à-dire de dettes, et puis un jour, ça explose, et pour l'instant, ça n'a pas encore vraiment explosé, mais si ça vient demain, si demain, nous devions vraiment faire face à une difficulté de refinancement, je vous assure que les mesures qui seraient annoncées feraient que ce qu'on vit jusqu'à présent nous paraîtrait le paradis sur Terre. Voilà. Oliver Nass. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour vraiment comparer les programmes. Il y a des bouts qui sont connus et d'autres pas. Angela Merkel, elle penche plutôt pour Nicolas Sarkozy, très clairement. Oui, bon, c'est un peu normal, c'est une formation politique. La même famille de mais là, elle va partis. venir, il paraît, en France, soutenir des meetings, etc. Je crois qu'elle n'a pas tellement... Ce qui est politiquement extrêmement risqué, en fait, d'ailleurs, parce que finalement, ça peut heurter le chauvinisme de certains électeurs. M. Zapatero était intervenu pour M. Jospin, madame. Oui, mais disons que Mme Merkel bénéficie peut-être d'une image un petit peu moins positive. On voit qu'il y a quand même une appréciation, malgré les caractères différents qui s'est installée entre les deux chefs d'État. On a aussi observé, notamment en Allemagne, que le président Sarkozy, qui était au début plus orienté vers les relations transatlantiques, a aujourd'hui clairement compris, peut-être même un peu trop dans les discours publics, mais clairement compris la nécessité d'avoir un vrai partenariat avec l'Allemagne. Donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, n'est pas inaperçu et qui est apprécié, et qui est important aussi pour le chancelier, qu'il ne faut pas l'oublier, malgré son importance, son point, travaille avec un partenaire de coalition qui, pour les politiques européennes, ne partage pas toujours le même avis comme le CDU. Donc il y a aussi une configuration qui n'est pas toujours facile pour elle non plus dans la politique interne. Virginie, c'est vrai ce que dit Oliver Nass, c'est incroyable quand même l'évolution finalement de ces relations franco-allemandes qui au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy étaient très compliquées, on disait qu'ils avaient des tempéraments différents, que ça collait pas entre eux, et puis finalement aujourd'hui ils ont quand même trouvé, finalement malgré des tempéraments différents, et bien des points de convergence, des points d'accord, ils veulent même plus se séparer d'ailleurs. Ouais, mais alors on ne sait pas si c'est un couple forcé, pas forcé, finalement c'était hier presque au-delà de la déclaration d'amour, mais c'est vrai qu'en tant que franco-allemande, j'ai été surprise de plus de 10 références à l'Allemagne, mon ami français, et alors pour être donc franco-allemande mais vivant essentiellement en France, je sais quand même que les Français sont pas tellement germanophiles et pas du tout germanophones. Généralement, l'allemand qu'ils apprennent, enfin, les 3 mots d'allemand qu'ils parlent, c'est en regardant des films de la Seconde Guerre mondiale et donc avec des militaires qui hurlent des ordres assez désagréables. Donc je sais pas, je trouve que c'est un risque politique énorme, effectivement, que prend Nicolas Sarkozy en faisant autant référence à l'Allemagne. Merci à tous les 4 d'être venus sur le débat de France 24. On pensait suivre l'intervention de Nicolas Sarkozy. Eh bien, elle a été un peu retardée, comme quoi peut-être qu'à Bruxelles, les négociations se poursuivent peut-être sur ce pacte budgétaire autour de la situation de la Grèce, plus compliquée que prévu. En tout cas, vous pourrez suivre cette intervention de Nicolas Sarkozy en direct sur notre antenne. Merci à tous les 4 d'être venus nous parler du modèle franco-allemand qui, pour la plupart des gens autour de cette table, eh bien, les convainc plutôt... pas mal ce modèle franco-allemand, sauf ce modèle allemand, pardon. Sauf vous, Virginie, vous avez quand même eu quelques grands changements culturels en France pour pouvoir commencer à adapter le modèle allemand. Merci à tous les 4. Très belle soirée. Je vous retrouve demain 19h10 pour un nouveau débat sur France 24.